Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission du Monde moderne. Aujourd'hui, notre invité est l'avocat Régis de Castelnau. Bonjour maître. Bonjour Alexis. Alors, on va parler d'un sujet grave aujourd'hui, c'est bien sûr les crimes de guerre, les événements tragiques qui se passent à Gaza, les massacres qu'on a pu voir, et une question qui revient de plateau en plateau. Est-ce qu'on peut qualifier aujourd'hui ce qui se passe à Gaza de génocide? Et alors, on va le voir sous l'angle du droit, hein. Votre blog, c'est Vu du droit, donc ici, il est question de droit international. Deux cours de justice internationale se sont emparés de cette question. S'agit-il d'un génocide? Il y a d'abord la Cour internationale de justice, la CIJ, et la Cour pénale internationale, la CPI. À la CIJ, il y a une procédure qui a été intentée par l'Afrique du Sud contre l'État d'Israël. Et pour la CPI, eh bien, les conditions de sa création et ses compétences sont justement sur les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et les génocides. Aujourd'hui, que pensez-vous et que dit le droit sur ce qui se passe à Gaza? S'agit-il d'un génocide ou non? Alors, avant de commencer à essayer de clarifier cette donnée de génocide et de la qualifier au plan juridique, le droit a ce mérite, c'est qu'il appréhende le réel et il le qualifie avec des conséquences normatives, des conséquences pratiques. C'est la raison pour laquelle le débat est très important. Il n'empêche quand même qu'aujourd'hui, ce débat sur génocide ou pas à Gaza est un débat d'abord et avant tout politique. Alors, il y a ceux qui disent que c'est un génocide, d'autres qui disent ça n'est pas un génocide. Sur les plateaux, les polémiques sont parfois vigoureuses. Je crois qu'il était assez important d'essayer d'y voir un peu plus clair parce que Ouais. ce ne sont pas des questions si faciles que ça. Alors, deuxième observation initiale, je veux dire d'où je parle. Je Mhm. suis avocat depuis fort longtemps, mais j'ai eu des responsabilités au plan international. J'ai été membre du bureau de politique extérieure du Parti communiste français il y a déjà longtemps, mais j'ai eu des responsabilités. J'ai été président de l'association l'ONG France-Amérique latine au moment des années de plomb et des dictatures. Donc j'ai beaucoup travaillé sur ces questions et j'ai été le secrétaire général adjoint de l'Association internationale des juristes démocrates, qui est une grande structure rassemblant les juristes du monde entier et qui avait statut consultatif auprès de l'ONU. Donc j'ai Mhm. beaucoup voyagé et j'ai beaucoup étudié ces questions à ce moment-là. Je fais ce préalable parce que souvent, j'entends des gens me dire « mais vous n'y connaissez rien » quand ils ne connaissent pas mon statut d'avocat, ou d'autres qui me Oui, disent « mais ce n'était pas vos parce qu'on spécialités ». pourrait vous dire Si, que vous n'êtes pas c'était... spécialiste du droit international. Or, en Voilà, eh bien l'occurrence, si, ouais. désolé, j'ai fait des missions d'observation aux quatre coins du monde, Ouais. hein, et donc, et au Moyen-Orient en particulier, donc je pense savoir un peu de quoi je parle. Et puis après, Mhm. bon, je me suis bien évidemment penché sur le problème tel qu'il se pose aujourd'hui. Alors, effectivement, il y a le massacre de Gaza, je vais l'appeler comme ça pour commencer, Mhm. massacre de Mhm. Gaza, avec toutes les horreurs documentées tous les jours. Je ne Mhm. sais pas qu'est-ce qu'il disait, c'est un génocide en temps réel auquel on est en train d'assister. Je pense que c'est le cas. Donc, massacre de Gaza et comment aujourd'hui la mécanique juridique, le droit international a commencé à se mettre en mouvement et s'est emparé de cette donnée. Alors, il y a eu tout d'abord la procédure intentée par l'Afrique du Sud, ce qui Ouais. avait une valeur symbolique extraordinaire. Le pays de l'apartheid, le pays de Mandela, qui est venu devant la CIJ, et je vais rappeler ce que c'est que la CIJ, Mhm. qui est venu dire, voilà, l'État d'Israël est en train de commettre un génocide euh, à Gaza, et par conséquent, on demande que la CIJ intervienne et prenne des C'est-à-dire que, décisions. pour qu'on comprenne, n'importe quel État peut saisir la CIJ à propos d'un autre État et de ses agissements et dire là, on voudrait que le droit fasse la lumière sur ce qui se passe. C'est le cas? Absolument, absolument. Le sujet de droit qui peut Mhm. saisir la Cour internationale de justice, c'est l'État. Les États représentés à l'ONU. Mhm. Parce que la CIJ a été créée en 1945, en même temps que l'ONU elle-même, et elle est la juridiction de l'ONU. Elle est la juridiction de l'ONU chargée de trancher les différends entre les États. D'accord. Et ce qu'a dit l'Afrique du Sud, c'est voilà, nous formons une demande
contre l'État d'Israël parce que nous considérons qu'il commet un génocide à Gaza et en Cisjordanie aussi d'ailleurs. Et en conséquence, en application de la Convention de 1948 qui qualifie le génocide et qui en fait une infraction internationale, on vous demande d'intervenir, d'obliger Israël à prendre des mesures et éventuellement d'obliger d'autres États à le faire aussi. Et on va le voir quand on va parler de la Convention de 1948, elle qualifie le génocide, elle considère que c'est un crime, mais elle implique les États parce qu'ils doivent intervenir pour l'empêcher. Ils doivent intervenir pour l'empêcher. Et ce qui a été demandé à la CJ, c'est exactement ça. C'est d'obliger l'État d'Israël à arrêter. Bien. Mais donc, il n'y a que l'Afrique du Sud qui a saisi la CIJ, ou d'autres États peuvent le faire, l'ont fait. Aujourd'hui, quel est l'état des lieux? Alors, je vais essayer de prendre des exemples, enfin, ou des comparaisons avec le droit interne, c'est plus pratique. Alors, en rappelant que la CIJ n'est pas une juridiction pénale. Elle n'est pas là pour infliger des peines. La CPI, oui, on va en reparler. Donc, la CIJ va arbitrer entre le différend qui, aujourd'hui, oppose l'Afrique du Sud à Israël. Alors, il y a eu une procédure adjacente qui a été intentée par le Nicaragua contre l'Allemagne pour complicité de génocide, c'est-à-dire que le Nicaragua dit l'État allemand est complice d'un génocide parce qu'il fournit des armes à l'État d'Israël et ces armes lui permettent de poursuivre son génocide. Ça, c'est la thèse du Nicaragua. Pour l'instant, on en est là. Personne n'attaque les États-Unis pour le même motif. Non, personne n'attaque les États-Unis pour l'instant pour le même motif. Parce qu'il y a une espèce de petit jeu de chat et de souris, de rapport de force, parce que c'est aussi une grande guerre de communication, il faut le savoir. La procédure, elle a été essentielle politiquement, la procédure de l'Afrique du Sud. D'abord, il y a eu des débats remarquables. Parce que elle s'est dotée de compétences, il y a eu des avocats internationaux, des experts qui sont venus, pas tous sud-africains, loin de là, qui sont venus pour défendre ce point de vue. Et symboliquement, le fait que l'État d'Israël se retrouve accusé en tant qu'État, je parle bien en tant qu'État, de génocide, c'est quand même quelque chose de terrible. Alors, si je devais faire cette comparaison, je dirais que c'est un procès civil. C'est un procès civil, donc je demande qu'il y ait des sanctions qui sont des sanctions étatiques qui soient prises contre l'État d'Israël. Par exemple, des sanctions économiques s'il ne respecte pas les décisions de la CIJ, etc. Le problème, c'est que les procédures devant la Cour internationale de justice sont très longues. Elles sont très longues et dans l'urgence, il a fallu prendre une décision. Alors, ce qu'a fait la CIJ, à l'unanimité, faut pas l'oublier, elle ne pouvait pas, à mon avis, statuer directement sur le fond en aussi peu de temps, parce qu'il y a besoin d'enquête, il y a besoin de débats contradictoires plus approfondis, il y a besoin d'expertise, et par conséquent, elle a pris une mesure que je vais qualifier dans mon langage à moi de référé, c'est-à-dire qu'elle a pris une mesure d'urgence en attendant de pouvoir statuer au fond. Et la mesure d'urgence, elle a dit à Israël, vous devez prendre telle mesure, telle mesure, telle mesure, parce qu'il y a un risque de génocide et il ne faut pas qu'il advienne. Elle ne dit pas, il y a un génocide, je ne suis pas encore en mesure de le dire, elle ne dit pas, il n'y a pas de génocide. Elle dit, il est possible qu'il y ait un génocide, mais en attendant de pouvoir le dire, vous devez prendre telle et telle mesure pour éviter qu'il ne survienne. Israël n'a déféré à aucune de ces demandes et pour l'instant, la procédure se poursuit avec cette demande adjacente. Moi, je pense qu'il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. Dans le cadre international d'aujourd'hui, avec le conflit nord-sud, avec l'attitude de la Chine et de la Russie, qui se vivent comme faiseurs de paix. Alors en ce moment, la Russie n'a pas beaucoup de possibilités de jouer ce rôle. Elle a aussi des procédures en cours avec l'Ukraine, à la CIJ, à la CPI, c'est autre chose. Oui, puis bon, elle est en guerre. Elle est en guerre après une invasion, quoi qu'on pense de cette invasion. C'est pas idéal pour jouer les faiseurs de paix. C'est pas le cas de la Chine. Et à mon avis, c'est la raison pour laquelle, de façon un peu ridicule, semblait-il, les Américains
en envoyant Yellen, la secrétaire d'État au Trésor, en envoyant Blinken en Chine, venir dire aux Chinois, non, non, ça va pas du tout, vous aidez les Russes, c'est pour justement les disqualifier un peu, pour les empêcher de jouer ce rôle de faiseur de paix. Ouais. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner, mais il n'est pas impossible qu'il y ait d'autres États qui se saisissent du problème et qui aillent devant la CIJ. Grand mérite de la CIJ, c'est d'avoir posé le problème de l'existence d'un génocide à Gaza. Et je dirais que ça a été fait assez tôt, et c'est très bien, mais depuis que la procédure a été lancée, c'est-à-dire au mois de décembre, ça n'a fait que s'aggraver. Ah, tout un tas de mesures qui sont prises par les Israéliens se sont ajoutées des horreurs. Ben, je pense en particulier à l'organisation de la famine. Ce sont des accusations très précises, documentées. Il y a eu des déclarations de ministres et d'élus qui disaient clairement qu'il fallait affamer, qu'il fallait raser Gaza, etc. Donc ça ne laisse pas de place au doute par rapport à ce qui a été dit publiquement par certains responsables israéliens. Là, on est dans la guerre politique internationale, la guerre de communication, mais qui est légitime. Hein. C'est un terrain où il vaut peut-être mieux faire des guerres de communication plutôt que de se bombarder. Enfin, en ce moment, Israël ne se gêne pas. Alors ça, c'est pour la CIJ. Peut-être avant de passer à la CPI, expliquer clairement ce qui est la définition du génocide en droit international. Parce que qu'est-ce que ça veut dire, génocide ? Alors avant ça, je voudrais peut-être, Alexis, qu'on parle de la CPI, parce que la CPI a fait sienne la conception du génocide telle que édictée par la Convention internationale de 1948. C'est-à-dire que la CPI a une compétence dans ce domaine aussi. Elle a une compétence pour des poursuites pénales en matière de génocide. Et la différence entre la CPI et la CIJ, qu'on a beaucoup confondu sur les réseaux, dans les médias, la différence, c'est que la CPI est une juridiction pénale qui poursuit non pas des États, mais des individus. Ça, c'est très important. Benjamin Netanyahou qui serait poursuivi sous le chapitre de génocide, si jamais c'est de génocide ou de crimes contre l'humanité ou de crimes de guerre, tout comme d'ailleurs la CPI a lancé une procédure contre Vladimir Poutine pour le fait d'avoir exfiltré les enfants de la zone de guerre et avoir lancé contre lui un mandat d'arrêt. Donc c'est bien une procédure pénale, là c'est un parquet dirigé par un monsieur Khan qui était jusqu'à présent complètement entre la main des Occidentaux. Alors justement, la CPI, qu'est-ce que c'est ? C'est une juridiction qui a été créée bien après la Convention de 1948, qui a été créée à la fin des années 70, dans les années 80, qui est intervenue dans les guerres de Yougoslavie, qui est intervenue en Afrique, et c'est une juridiction qui a fait l'objet d'une négociation internationale qui a été établie, qui a son siège à La Haye, comme la CIJ d'ailleurs, et qui est organisée par quelque chose qui s'appelle le statut de Rome. Alors, il y a 153 pays qui l'ont signé, je crois, et qui ont accepté la compétence de la CPI. Je dis bien accepter la compétence de la CPI. C'est-à-dire que celle-ci ne peut prendre des mesures que dès lors que les pays concernés sont des pays, je dis bien des mesures techniques, sont des pays qui ont signé le statut de Rome et accepté cette compétence. Alors, après le premier moment d'enthousiasme, il y a pas mal de pays qui se sont retirés. Alors, je ne sais pas si c'est le cas qu'ils se sont retirés ou qu'ils ne l'ont pas signé, mais il y a des pays très importants qui n'y sont pas. Par exemple, les États-Unis n'y sont pas, la Russie n'y est pas, et Israël n'y est pas non plus. Bon, donc ça, c'est quelque chose de tout à fait caractéristique, mais très important. Ça, le génocide étant un crime où qu'il se déroule, étant un crime, la CPI est compétente pour poursuivre les gens qui l'instrumentent. Les gens qui peuvent être considérés comme des génocidaires, des criminels contre l'humanité ou des criminels de guerre, puisque la CPI a ces trois compétences dans ses statuts. Alors, les poursuites peuvent avoir lieu
pour des citoyens de pays qui n'ont pas signé le statut de Rome, qui ne sont pas membres de cette CPI, c'est tout à fait possible. Alors, ceux qui n'y sont pas ont des attitudes parfois différentes et plus ou moins agressives vis-à-vis de cette CPI. Par exemple, les États-Unis ont refusé de le reconnaître, ont beaucoup communiqué déjà du temps de George Bush pour dire qu'ils n'acceptaient pas et que si jamais il y avait des citoyens américains qui étaient mis en cause, par exemple pour ce qui se passait en Afghanistan, ils interviendraient, au point qu'il y a même eu un décret qui a été pris par Donald Trump, qui disait qu'il se donnait la compétence d'intervenir militairement à La Haye pour aller chercher d'éventuels prisonniers américains. Le décret a été rapporté par Biden, mais il est dans un tiroir et il attend. Et on voit bien ce qui est en train de se passer là actuellement avec les ennuis de Netanyahou. Alors, bon, bien évidemment, aujourd'hui, il y a des rumeurs, il y a des bruits. Je ne fais aucune confiance au procureur parce que effectivement les liens organiques avec l'Occident sont extrêmement importants. La rapidité avec laquelle ils sont intervenus, en particulier sur l'Ukraine et sur l'histoire des enfants, qui quelque chose qui a été fabriqué. Il y a peut-être d'autres choses concernant l'intervention de la Russie. Ça, il y aurait peut-être des éléments de crimes de guerre, des éléments de crimes contre l'humanité. C'est possible avec les prisonniers, avec des bombardements d'infrastructures critiques, de choses comme ça. Oui, ok. Les Américains disent qu'il y a eu l'utilisation de gaz interdit. Oui, ça c'est du, ça je pense que c'est la guerre, c'est la guerre imaginaire parce que en Occident. On nous présente une guerre qui n'existe pas, une guerre imaginaire. En revanche, la question des bombardements des infrastructures critiques, on peut dire, bah oui, attendez, il y a un problème, parce que certes, vous dites que ça empêchera la logistique, ça empêchera un travail militaire, ils ont besoin d'énergie. Oui, mais ça touche les civils. Les unités, elles ont besoin d'énergie, les unités de l'armée ukrainienne. Bon, mais ça pèse aussi sur les populations civiles. Je prends cet exemple parce que bon, il y a les bombardements, mais il y a au nombre de victimes civiles par rapport à ce qui se passe à Gaza, c'est réduit. Hein. Bon, il y en a incontestablement, mais ça n'a rien à voir avec, y compris ce qu'ont fait les Américains en Irak, ce qu'ont fait les Américains en Yougoslavie, etc. Bon, donc la CPI aujourd'hui, elle est coincée parce que la notion de double standard saute aux yeux. Poursuivre Poutine, c'est quelque chose qui rend impossible le fait de ne pas prendre des mesures, je ne sais pas lesquelles, mais prendre des mesures contre les dirigeants israéliens. Alors, on va en parler sur la définition de l'infraction d'ailleurs, la définition du génocide dans de guerre, contre l'humanité. Voilà. Alors les crimes contre l'humanité, crimes de guerre, ce sont les conventions de Genève. Hein, c'est un autre traitement, c'est plus technique encore. Et là, je pense que c'est pas l'objet aujourd'hui. L'objet aujourd'hui, l'enjeu politique considérable, judiciaire bien sûr, mais l'enjeu politique considérable, c'est la mise en cause des dirigeants israéliens, à commencer par Benjamin Netanyahou, pour génocide. Ce qui veut dire mandat d'arrêt. Donc, on imagine l'effet spectaculaire de ce mandat d'arrêt et les conséquences. Bien évidemment, il ne va pas être extradé d'Israël pour l'envoyer à La Haye, mais il va avoir de gros problèmes pour se déplacer. C'est-à-dire que s'il se retrouve dans un pays adhérent du statut de Rome, il doit être arrêté. Rappelez-vous, lorsqu'il y a eu le sommet des BRICS en Afrique du Sud, eh ben, Poutine n'a pas pu y aller, parce que les Sud-Africains, après avoir hésité, après avoir dit mais on va lui donner un statut diplomatique, ils ont dit non, écoutez, c'est pas la peine qu'il vienne. Il a fait ça par visioconférence, mais il y a été, ce qui est un peu humiliant quand même, faut dire les choses comme elles sont. Il n'a pas pu y aller parce que les Sud-Africains ont dit on aurait été obligé de l'arrêter et de l'extrader aux Pays-Bas. Bon, donc les dirigeants israéliens risquent de se trouver dans de difficultés extrêmement importantes. S'il y a ces poursuites, même si les compétences des deux juridictions, CIJ, CPI, sont différentes,
ça peut avoir des conséquences extrêmement importantes dans la procédure CIJ et dans l'application de la Convention. Alors, la Convention, Alexis, puisque vous avez l'air impatient Ah de oui, non, savoir mais quelle est... pas moi, Non, tous mais les gens qui nous écoutent, qu'est-ce que c'est bien qu'un sûr. génocide? C'est Non, vrai, non, parce je qu'on en parle plaisante, je depuis tout à plaisante. l'heure et on n'a pas commencé par Voilà, définir, bon. selon le droit international, ce que c'est. Donc, c'est important. Alors, euh, je vais lire l'article 2. Dans la Hmm. présente convention, le génocide s'entend de l'un quelconque des actes ci-après, commis dans l'intention de détruire en tout ou partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel. Bon, on va faire une analyse juridique du texte, c'est tout à fait essentiel. Alors, il y a une liste d'actes qui, s'ils sont accomplis, peuvent donner lieu à l'application de la qualification de génocide. Alors, il faut que la cible, ce soit un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel, en tout ou partie. Hein. Donc, c'est, par exemple, un groupe national, les Palestiniens sont un groupe national, en tout ou partie. Donc là, aujourd'hui, on a les Palestiniens de Gaza qui font l'objet d'un massacre et d'une guerre où le tribut le plus lourd est payé par les civils, plus d'autres actes. Alors, donc, on a la cible, hein, il y a aucun problème. Groupe national, en tout ou partie, la population palestinienne de Gaza est concernée. J'ajouterais qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce qui se passe en Cisjordanie. Il y a eu quand même depuis le 7 octobre, il y a eu 500 morts. Et avant, il y en avait eu 400 entre le 1er janvier. Du Liban aussi, des attaques en Syrie également, enfin tous les pays. Alors, sauf qu'en Cisjordanie, il y a le bal trap couvert par l'armée qu'effectuent les fanatiques religieux qui se sont installés dans les colonies. Il y a l'apartheid, il y a les déplacements de population, il y a tout un tas d'actes comme ça qui sont aussi rattachables à la définition de la Convention de 1948. Alors, quels sont les actes qui peuvent être constitutifs de génocide? Meurtre de membres du groupe, pas de problème pour ce qui nous concerne. Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale des membres du groupe. On imagine ce qui arrive aux enfants. D'abord, il y a les morts, il y a les orphelins, et il y a les amputés sans anesthésie. Oui, ça, parce que Israël a ciblé le corps médical, a détruit les hôpitaux, empêche le matériel médical de passer. Enfin, c'est abominable ce qui est en train de se passer. Donc, atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale des membres du groupe. Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle. Alors, c'est devant, hein, c'est pas pouvant. Hein, donc, des mesures soumettre de façon intentionnelle un groupe à des conditions d'existence. Bon, le blocus, la famine organisée, beaucoup d'organisations humanitaires le disent, l'assassinat volontaire, qu'on nous raconte pas d'histoire, ça a été démontré, l'assassinat des 5 membres de la fameuse ONG, il y avait des Américains dans le lot, des Polonais, etc. Et d'ailleurs, le patron de cette ONG l'a dit, c'était volontaire. C'était pour les dissuader. De la même façon, d'ailleurs, que les journalistes ont été ciblés. On est à plus de 110 morts. Que dire des malheureux personnels médicaux. Donc, soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle. Ou partielle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir tué tout le monde. Parce que quand on dit c'est un génocide, on a tellement, et c'est normal, et c'est logique, et je trouve ça bien, on a tellement dans l'esprit l'importance de la Shoah, qui est un événement unique dans l'histoire, où vous avez un des pays les plus civilisés du monde, l'Allemagne, hein, qui a procédé à un massacre industriel d'une population entière sur la base de critères les plus stupides qu'on puisse imaginer. Donc c'est un traumatisme. Hein. D'ailleurs, à mon avis, le comportement de l'Occident qui laisse Israël faire ça procède aussi, il y a du refoulé là-dedans, hein, qui procède aussi du fait que la Shoah était d'abord et avant tout un événement européen. Bon, donc les gens se disent le génocide, c'est l'Holocauste des Juifs.
Non, le génocide, ça peut être partiel. Le génocide, c'est le fait de vouloir détruire un peuple. En fait, c'est ça. En Il y en a eu tout ou combien? partie. Si on regarde depuis l'histoire moderne, combien de génocides sont appelés comme tels, documentés comme tels? Depuis 48, le Rwanda, évidemment. Ouais, le Rwanda. Ça, y a aucun problème. Le massacre des Tutsis est évidemment un génocide, puisque, on va en parler sur l'intention, il y a eu énormément... C'est massif, donc c'est pour ça que ça traumatise. C'est massif, mais il y avait l'intention de se débarrasser des Tutsis, et les Tutsis, ils ont pris le pouvoir derrière. C'est-à-dire que le peuple Tutsi n'a pas été éradiqué dans des proportions telles que celui le peuple juif pendant la Deuxième Guerre mondiale à son tour. Alors, il y a quatrième mesure visant à entraver les naissances au sein du groupe. Je pense que toute la destruction de l'infrastructure médicale, et en particulier dans Gaza était l'endroit avec le taux de natalité le plus élevé du monde. C'est ça qui est extraordinaire. C'est une prison à ciel ouvert. C'est là où on est au bout. Enfin, je veux dire, on est à la frontière de l'humanité, et c'est là l'espoir, c'est que d'avoir des enfants. Et transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe. Ça, je ne sais pas ce qu'il en est. Il y a la volonté probablement qui existait du côté israélien d'attaquer Rafah, et je crois qu'il rêve de voir la population palestinienne expulsée de Gaza. Ça, c'est clair. Mais là, ça nous amène à la question extrêmement importante de l'intentionnalité. Alors, ça, c'était ce qui concerne les actes matériels, la violence matérielle qui est faite à un peuple en tout ou partie. Donc, il y en a 5. Alors, c'est ce qu'on appelle en droit pénal l'élément matériel. Il y a 3 conditions pour pouvoir rendre une décision pénale et condamner quelqu'un. La première décision, qu'on appelle l'élément légal, il faut qu'il y ait un texte qui le permette. Là, c'est le cas. Là, c'est le cas. La convention de 48 est, de ce point de vue-là, très bien rédigée, très claire. Ensuite, l'élément matériel, on vient de le voir en examinant les 5 occurrences définies par la Convention de 48, et il y a l'élément moral. L'élément moral, tout procès pénal se déroule de cette façon-là. Il faut qualifier l'élément moral, et donc pour qu'il y ait génocide, il faut qu'il y ait intentionnalité. Il faut qu'il y ait intentionnalité de détruire en tout ou partie un peuple défini, identifié, une cible. Bien. Donc, et je me répète, j'insiste, c'est pas la volonté de la part des Israéliens de détruire l'ensemble du peuple palestinien qui habitait, qui vivait depuis des centaines, voire des milliers d'années, dans ce qui était auparavant la Palestine mandataire. C'est bien de ça qu'il s'agit. Bien. Alors, là, je veux dire, et les Sud-Africains, il faut lire la requête des Sud-Africains, elle est accablante. Elle est accablante parce que, y a-t-il une intention c'est comment dire, j'ai fait une petite recherche, là, aujourd'hui, quand on a pris la décision, quand vous m'avez invité, de trouver des déclarations qui le documentent, qui établissent qu'il y a cette intention-là. Mais c'est affreux. C'est affreux. Ça commence avec les 2 patrons de ce pays, les 2 plus hautes autorités. Ça commence avec Benjamin Netanyahou, et qui dit à ses soldats: vous devez vous rappeler ce qu'Amalek vous a fait, dit notre Sainte Bible, et nous en souvenons. Et donc, il parle du Deutéronome, il parle de la citation de Samuel, et que dit la Bible maintenant, et il parle aux soldats, pas oublier ça. Il cite pas ça, mais il cite le passage, il cite cette partie de la Bible. Maintenant, allez frapper Amalek et détruisez entièrement tout ce qu'ils ont, et ne les épargnez pas, mais tuez les hommes et les femmes, les nourrissons et les nourrissons, les bœufs et les moutons, les chameaux et les ânes. Bon, très bien, le Dieu, je veux dire, la Bible est pleine de ces séquences-là, assez terribles, mais là, Benjamin Netanyahou fait référence au début en parlant à ses troupes avant de les envoyer
à Gaza, hein, prend comme référence le Deutéronome et un appel au massacre. Bon, alors après, il s'en est expliqué, c'était très gênant. Moi, j'ai vu la vidéo. Il est exalté, ça se voit, hein, et c'était assez gênant. Donc, il y a eu toute une discussion, mais c'est pas ce qu'il a voulu dire. Il a parlé d'Amalek qui avait fait du mal aux Juifs, etc. Mais bon, je veux dire, tout ça peut se discuter, mais c'est terrible quand même. Et puis, il y a Isaac Herzog, qui est le président d'Israël, et qui nous dit, et moi je l'ai entendu, pas en direct, mais j'ai eu la vidéo, j'étais épouvanté, c'est toute une nation qui est responsable, les Palestiniens, le peuple palestinien. Tous ces beaux discours sur les civils qui ne savaient rien et n'étaient pas impliqués, ça n'existe pas. Il n'y a pas de civils innocents à Gaza, mais nous sommes en guerre et nous nous battrons jusqu'à leur briser la colonne vertébrale. Il veut briser la colonne vertébrale de Nabila Nofal, elle avait 7 jours. Elle avait 7 jours. Le plus petit bébé, au début, hein, c'était au début. Et les 15 000 enfants, il fallait leur briser la colonne vertébrale. Qu'est-ce que ça signifie ? Il n'y a pas de civils innocents à Gaza. Et qu'est-ce qu'il a fait cet homme-là après ? Le président, et je crois qu'il est travailliste, le président de l'État d'Israël, il est allé signer des bombes. Il est allé mettre des paraphes sur les bombes qu'on en a envoyées sur les hôpitaux et envoyées sur des maisons habitées par des civils et détruire des familles entières. Je suis désolé, s'il y en a qui assument ça, pas moi, hein. Je serais israélien ou je serais juif, je dirais pas en mon nom, comme le font d'ailleurs beaucoup de juifs. On va poursuivre, puis après je m'arrêterai parce que j'en ai plein. Il y a Yoav Galan. Nous ordonnons un siège complet à Gaza, pas d'électricité, pas de nourriture, pas d'eau, pas de combustible. Tout est fermé. Nous combattrons des animaux humains et nous agirons en conséquence. Il n'y a pas l'intentionnalité prévue dans les conventions de 1948. Le soutenir, c'est une mauvaise foi totale. Et Yoav Galan, il y en a plusieurs. Alors, il y a bien sûr Bezalel, je crois, Smotrich, ministre des Finances. On ne peut pas faire le travail à moitié. Rafa, Deir el-Bala, Nusserat, destruction totale. Tu effaceras le souvenir d'Amalek de dessous le ciel. Il n'y a pas de place pour eux sous le ciel. Il n'y a pas de place pour les Palestiniens sous le ciel. Donc ça, c'est la caractérisation de l'élément intentionnel de génocide, totalement. En fait, avec ces paroles. Mais, totalement. Ouais. C'est pas détachable de ce qui se passe à... Alors, le diable se loge parfois dans les détails. On a un gars qui s'appelle... Oui, Amichel Eliaou, il est ministre du patrimoine. Voilà, il s'occupe des implantations, etc. Alors voilà ce qu'il dit. À Gaza, tout faire exploser, tout aplatir à Gaza. C'est un régal pour les yeux. Nous allons distribuer des parcelles à tous ceux qui se sont battus pour Gaza et aux expulsés de Gush Katif. C'est la zone qui a été évacuée dans le nord, hein, la zone limitrophe du Liban. Donc le gars, il dit, voilà, on va tout aplatir et on va faire des parcelles pour les combattants qui auront combattu contre la population civile gazaoui. Alors je veux bien que ce ne soit pas une intentionnalité génocidaire, mais il faut être sérieux, Alexis, il faut être sérieux. Là, je me chauffe un peu parce que à les relire comme ça, je me dis, bon, alors, il y en a plein, on va s'en tenir là, mais j'ai dit, et on a vu que les premières conditions du crime de génocide tel que prévu par la Convention de 1948, les éléments matériels étaient là, les éléments intentionnels, qu'est-ce qu'on répond à ça quand on a tout ça? Et quand la Cour internationale de justice dit il y a un risque de génocide, elle a constaté les faits matériels, elle a constaté les bombardements, elle a constaté ce que Israël présente comme une défense légitime, mais elle a eu toutes les indications liées aux prises de position des dirigeants israéliens. Il s'agit ministre de la Défense, chef de l'État, Premier ministre, ministre des Finances, de gens qui organisent. Parce que les personnalités de ces dirigeants-là, c'est pas par hasard, c'est eux les patrons. Donc on vient de me dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'intentionnalité, cela ne tient pas debout. En tout cas, oui. Toute la réponse aussi,
la difficulté, c'est ce qui s'est passé le 7 octobre. C'est qu'il a aussi, ce qu'a fait le Hamas, on parle de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, d'actions terroristes qui ne sont pas connues comme telles par le droit international. Et donc Israël part ce 7 octobre pour dire notre réponse ne pouvait pas être autre puisqu'il y avait une intentionnalité dans les actions du Hamas, génocidaire également d'une certaine façon, sans Alors, l'ampleur de ce qu'est Israël, mais euh, ils restons ont un tué peu des sur le femmes et des droit, enfants le 7 octobre et c'était pareil, c'était Alexis. de manière indiscriminée. Allez, restons sur le droit. Mhm. Ça n'est pas une excuse. Le crime Je parle pas n'efface pas le je me mets crime. sur ce qui se passe. Le crime, Oui, 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 clairement, oui. clairement. Mais on entend souvent cet argument. Mais Oui, le voilà. crime n'efface pas le crime. Vous ne pouvez pas tuer votre voisin en disant il avait mal parlé à ma femme. Enfin, alors attention, ma comparaison n'est pas bonne. Oui, non. Il y a eu ce qui s'est passé le 7 octobre et par conséquent, fort probablement, d'après les éléments dont je dispose, fort probablement des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. C'est possible, c'est possible. Et s'il y a des poursuites contre des dirigeants du Hamas, je trouverais des poursuites. Si la CPI lance des procédures, je trouverais ça normal. Bien sûr. Je trouverais ça normal. Hein, et à ce moment-là, débat, procédure, débat contradictoire, expertise. Mais là, je veux dire, sur ce qui se passe à Gaza, c'est difficile. Interdiction de rentrer. Les journalistes ne peuvent pas y aller, les médecins ne peuvent pas y aller, enfin c'est quelque chose de terrible. Et pour les enquêtes des cours de justice internationale, comment elles font leurs enquêtes en l'occurrence? Elles se basent sur des témoignages de gens qui reviennent de Gaza? Elles peuvent pas aller sur place? Comment ça se passe une enquête? Mais à ce moment-là, tous les moyens d'une procédure sont ouverts. Il peut y avoir des témoignages, bien évidemment, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs à la CIJ. J'insiste, la CIJ n'essaie pas de procédure pénale. Il n'y a pas encore eu d'audience, il n'y a pas encore eu de procédure concernant la CPI. Donc oui, il y aura toutes sortes de débats, toutes sortes d'expertise, de témoignages. Prenons un exemple, parce que y a eu ce charnier découvert dans un hôpital, avec des corps enterrés qui avaient été maltraités, etc. Et au final, on dit c'est Israël qui va enquêter. Qui dit ça? C'est les États-Unis. En disant oui, on attend de savoir, mais on a demandé à Israël d'enquêter. Enfin, on voit bien que ça peut pas marcher. Mais c'est ce que dit un journaliste. J'ai vu une séquence, un journaliste américain, à Sullivan. Il dit alors vous demandez à celui dont on pense qu'il est l'auteur d'enquêter. Mais c'est incroyable. Mais c'est incroyable. Mais ça, le droit international le permet ou c'est une perversion du droit international? Mais c'est une totale perversion. Ouais. L'enquête de. Mais comme le dit, j'ai vu une interview d'un ancien diplomate américain qui dit écoutez, moi j'ai travaillé. Faut pas écouter ce que dit Israël. Israël ment. Israël est dans un combat, Israël veut faire passer un certain nombre de choses, et Israël va donc, bien évidemment, en aucun cas reconnaître sa responsabilité, ou s'expliquer là-dessus. Puis ils n'ont pas intérêt en plus, ils n'y ont pas intérêt. C'est la raison pour laquelle cette procédure a cette importance. Elle a cette importance parce qu'elle ouvre la voie à quelque chose. D'abord, elle va avoir une valeur symbolique extrêmement élevée, et elle ouvre la voie à quelque chose, parce que l'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est que l'Occident, qui continue à soutenir ça, la France a des positions qui sont parfois un peu plus nuancées, mais enfin, c'est pas terrible quand même. Les États-Unis, n'en parlons pas, ils soutiennent incontestablement, et sans le soutien américain, il n'y aurait pas le génocide de Gaza. Alors, moi, quand je parle de génocide de Gaza, c'est la qualification de Régis de Castelnau. Oui. Soyons clairs. La qualification opératoire, celle qui peut donner, avoir une force et avoir des conséquences de punition, de mesures, de sanctions de l'État israélien, ce sont les décisions judiciaires. Parce que le délit, appelons-le comme ça, le crime de génocide, c'est pas un délit, le crime de génocide, il est là, je vais revenir une seconde sur ce que dit l'article. Alors. Là, il faut être précis. C'est du droit oui, non, je cherchais. C'est important.
On voulait chercher. Non, c'est qu'il y a une responsabilité des États signataires de la Convention Mhm. sur le génocide, et tout le monde l'a signé, pour prendre des mesures pour l'empêcher, Mhm. pour le prévenir, pour l'empêcher et le réprimer. Il y a toute une liste. Vous devez avoir une législation interne qui le sanctionne. Vous devez avoir pris des mesures. Vous devez avoir des juridictions qui vont pouvoir le faire. Vous devez prendre des mesures vis-à-vis des États qui se le permettent. Donc, clairement, l'Occident, et pas que l'Occident d'ailleurs, hein, à mon avis, la Russie et la Chine n'ont pas fait grand-chose non plus, et pas mal de pays arabes non plus, doivent prendre des mesures à l'encontre d'Israël. La première d'entre elles, ce serait que les États-Unis cessent de leur livrer des armes. Et l'Allemagne aussi, bien évidemment. Donc, il y a ça, c'est-à-dire que c'est un crime et les personnes qui le commettent doivent être poursuivies, mais ça définit aussi ce que les États doivent faire dès lors qu'ils ont signé la Convention, qu'ils l'ont adoptée, qu'ils l'ont ratifiée, ils doivent la faire appliquer. Et la faire appliquer, là, dans ce qu'on est en train de décrire, ce serait de prendre des mesures vis-à-vis d'Israël. Alors, Et de ce qu'il l'Allemagne, la livraison d'armes, les États-Unis, la livraison d'armes. Enfin, absolument. ça serait beaucoup plus large en fait si on était sérieux en droit international et si on respectait le droit international. De nombreux États, dont la France d'ailleurs, devraient aussi saisir les cours internationales et dire attendez, on peut pas continuer comme ça. C'est un jeu de dupes un peu tout ça. Alors, le problème, c'est que, bon, d'abord, c'est le conflit le plus passionnel qui puisse être. Hmm. C'est que on a, parce qu'il faut être clair, on a un État d'Israël qui est dans une situation qui, après, pendant un certain nombre d'années, avoir essayé, semble-t-il, de trouver des solutions, après avoir assassiné son chef qui voulait mettre en œuvre des solutions, et les accords d'Oslo qui n'étaient pas rien. Bon, moi je connais beaucoup de gens qui m'ont dit que de toute façon ça avait toujours été comme ça et que ça ne changerait pas, que dès le départ, c'est pas nécessairement mon analyse, que dès le départ ça passait par l'éradication et la destruction du peuple palestinien. Alors quand on dit destruction, c'est pas seulement la destruction physique, hein, c'est la destruction culturelle aussi. C'est le déplacement, c'est la dilution dans autre chose. Or, le peuple palestinien, il existe. Et il existait depuis longtemps. Et donc, on a une situation où, malheureusement, depuis environ 25-30 ans, Israël a évolué et a porté au pouvoir des dirigeants qui sont pour beaucoup des dirigeants, enfin, je veux dire, extrémistes, fanatiques, voire hallucinés. Parce que les citations que j'ai données, c'est pas les pires. Smotrich, Ben Gvir, si. Mais malheureusement, toutes les élections ramènent ces gens-là au pouvoir. C'est quand même très triste. Et donc, la volonté de se débarrasser d'Israël, des Palestiniens, elle est extrêmement importante. On dit beaucoup, oui, mais en France, il y a des polémiques très importantes, et on dit, mais qu'est-ce que c'est que cette présentation du fleuve à la mer? C'est une négation du droit à l'existence d'Israël. Mais on peut immédiatement répondre, attendez, du fleuve à la mer, c'est le mot d'ordre de l'équipe Netanyahou pour l'État d'Israël. Quand Lapid, le chef de l'opposition, à qui on dit, mais attendez, la Cisjordanie, conquise en 1967 par une guerre militaire, donc une guerre d'agression, donc un crime contre la paix. Et en droit international, c'est ça. À qui on a demandé d'évacuer, qui aujourd'hui a créé des conditions avec une colonisation qui est insupportable et illégale, bien évidemment, et à laquelle les Palestiniens ont le droit fondamental de résister, eh bien, il répond, ah mais non, mais attendez, c'est notre terre biblique. C'est le pire du pire. Comment vous pouvez venir dire ça? Enfin, c'est effarant. Bah, C'est c'est effarant. tout le problème de ce conflit où la religion est quand même très présente hein, partout dans les références, mais aussi dans l'histoire du territoire. Et ça rend les choses encore plus passionnelles et encore plus terribles qu'une guerre simplement territoriale. Oui,
Alors, si on fait de la politique, que le droit à l'existence d'Israël, ok, bon, très bien, on va essayer de trouver des solutions. Bon, alors on va lancer des incantations, la solution à deux États, personnellement, je vais Plus être clair, personne n'y Alexis, croit. moi, Non, plus personne n'y je croit. crois pas, plus personne n'y croit, vraiment. Mais Mm. attention, moi je pense que c'est bien d'en passer par là. Mm. Oui, On fait une conférence internationale, on met les choses sur la table, hein, et on regarde. Mais quand on vient nous dire en France, ah oui, mais il y a des cartes où il n'y a pas la place d'Israël. Attendez, Netanyahou est allé à l'ONU, il a brandi une carte où il n'y avait pas de place pour la Palestine, y compris que certains là-bas, la terre biblique, c'est jusqu'au Litanie. Mm. Hein, c'est-à-dire jusqu'au fleuve qui est De la aujourd'hui mer au au Jourdain, Liban. on est dans Donc, le même slogan que les Palestiniens, c'est-à-dire que un camp comme l'autre ne reconnaît pas l'existence de l'autre. Enfin, on en est là maintenant quasiment. oui, mais faut pas venir stigmatiser les Palestiniens en disant leur mot d'ordre ne reconnaît pas Israël, alors que les mots d'ordre des gens au pouvoir, et qui y sont depuis maintenant 25 ans, et qui y sont systématiquement, dit exactement la même chose, enfin la même chose à son profit. Donc malheureusement, et tout ça pour dire que lorsqu'on parle de génocide, il tombe pas du ciel. Il ne tombe pas du ciel, c'est-à-dire que je ne me fais aucune illusion sur ce qui a pu se passer le 7 octobre, sur cette attaque du Hamas, et sur ce qui a pu se passer, parce que j'ai l'impression, si j'ai bien compris, j'ai essayé de comprendre, c'est qu'il y a eu une offensive militaire assez bien organisée, mais derrière qui a charrié un certain nombre de choses, et en particulier, bon... des troupes absolument incontrôlées. Donc, c'est vrai que je pense que les intentions d'une partie de la population palestinienne vis-à-vis des Israéliens ne doivent pas être bien tendres. Bon, sûrement. Mais actuellement, celui qui tient le manche, celui qui tient le bâton, celui qui se livre à des violations gravissimes du droit international, c'est quand même, devant tout le monde, c'est quand même Israël. Voilà, moi, c'est ce qui me semblait important de rappeler cet aspect des choses. C'est-à-dire que lorsque l'on parle de génocide, on parle de quelque chose de concret et qu'il ne faut pas se laisser intimider par des gens. Je le vois sur les réseaux, sur les plateaux. Ah mais non, on ne pouvait pas dire que c'est un génocide. Si. Je peux dire que c'est un génocide. Ça a été considéré comme tel par le risque de génocide par la Cour internationale de justice à l'unanimité, hein, je rappelle. Il y avait des magistrats américains, hein. Donc, si on applique et si on regarde le droit en détail, on s'aperçoit que la qualification est recevable. J'insiste, recevable en l'état de ce qu'on sait, en l'état de ce qu'on voit, et en l'état de ce qui est revendiqué par Israël. Oui, Parce par les qu'Israël prises de assume parole très bien ce publiques discours. des dirigeants. Ça, c'est important aussi de rappeler qu'il n'y a pas il y a rien qui est inventé par rapport à cette constitution d'intentionnalité. Hein. C'est un Non, fait. non. Donc, alors bon, on voit, moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est que je vois par exemple des gens, quand on lit Haaretz, c'est impressionnant, c'est-à-dire qu'on a Haaretz, qui est un des gens, journal de oui, gauche israélien. qui fait un super boulot. Ils sont courageux parce que c'est pas facile en plus, hein, Non, parce que non, ils sont vraiment à la l'encontre seule de démocratie la. du Proche-Orient, bon, ça dépend à quelle ethnie vous appartenez, mais aussi même pour ceux qui l'opposition vraiment anti-guerre pacifiste israélienne est durement réprimée. Bon, et quand vous lisez effectivement les articles, ils sont quasiment d'accord avec ce que je viens de dire. Alors, sur cet aspect-là, génocide, pas génocide, si une procédure était lancée avec des mandats d'arrêt, ce qui panique complètement les Israéliens, ça permettrait de rentrer dans quelque chose de différent. Ça aurait un impact politique considérable, ça je suis sûr. Ça permettrait de rentrer dans un autre processus, et ce processus passera, et c'est là où je m'éloigne de ma
propre opinion et de ma propre qualification, on rentrera dans le dur. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ce sera le débat contradictoire. Ce sera l'épreuve, ce seront les expertises sur ce qui s'est passé en réalité. Et ce qu'il faut, c'est arrêter ce qui est en train de se passer. Ça, c'est clair, c'est l'objectif principal. Donc, les mandats d'arrêt contre Netanyahou, Yoav Galant, Smotrich et compagnie, oui, parce que c'est peut-être susceptible d'aboutir à un arrêt, un cessez-le-feu et un arrêt de l'abominable tragédie qui est en cours. Bon, après, il faudra trouver des solutions politiques et le juridique jouera son rôle. Et le juridique judiciaire, c'est-à-dire les procédures. Parce que moi, je me rappelle qu'il y a 6 mois, Robert Badinter était venu sur une chaîne de télévision venir dire oui, mais c'est très bien qu'on poursuive Poutine, et puis bon, vous allez voir, 1 an avant ou 2 ans avant de passer à Nuremberg, les dirigeants nazis n'imaginaient pas qu'ils finiraient sur un banc de tribunal et ensuite au bout d'une corde. Donc c'est pareil pour Poutine. Robert Badinter a disparu, mais son épouse est venue en développant un discours, je veux dire, qui n'était pas celui-là. Qui n'était pas celui-là du tout, en disant « Ah ben voilà, il se trouvera que… » Non, au contraire, c'était, à propos de Sciences Po, tout ça est antisémite, Anne Sinclair est venue ensuite faire la même chose. Voilà, c'est-à-dire que… Mais ça, je crois que ça ne fonctionne plus. Si on en vient au débat en France, alors qu'il n'a rien à voir avec le droit international et la qualification de génocide, en France, on a aussi l'utilisation du droit pour faire taire la parole critique, avec cet outil d'apologie du terrorisme. Quand on voit qu'une élue de la République, Mathilde Panot, chef de file de la France Insoumise, est convoquée au poste avec Rima Hassan, candidate pour les européennes, tout simplement parce qu'elles ont dit des choses qui n'ont rien à voir avec le soutien du Hamas et de la politique criminelle du Hamas, il y a là une volonté d'intimider, il y a là une volonté aussi de détourner le droit pour en faire un outil politique. C'est d'ailleurs l'objet d'un de vos livres. Je pense que c'est pire que ça, Alexis. Je pense que c'est pire que ça parce que lorsqu'il y a le 7 octobre, avec l'énorme traumatisme pour la population israélienne, mais pour les juifs du monde aussi. Parce que y a une agression très dure, avec des exactions épouvantables, alors qu'on qualifie de pogrom, ce qui est un peu idiot, parce que ça n'a rien à voir avec un pogrom, c'est pas ça du tout, c'est une action de résistance, qu'on le veuille ou non, dans le cadre d'une occupation coloniale. Pour vous, c'est une action de résistance qu'a fait le Hamas? Ah mais attendez, moi, le dire, paraît-il, c'est faire de l'apologie du terrorisme. Oui, voilà, c'est pour ça. Pas du tout. Moi, je suis très clair là-dessus. Il y a eu, bien évidemment, des aspects terroristes, c'est incontestable. Enfin, je rappelle quand même que les gens qui se sont installés au pouvoir en juillet 1962 à Alger, dans une Algérie indépendante, ils avaient commencé par faire du terrorisme. Donc voilà. Même donc les créateurs de l'État d'Israël étaient traités de terroristes par les Anglais. Voilà, il y a eu. Alors, ils ont considéré que la création de l'État d'Israël était une lutte de libération nationale. Bon, c'est leur qualification, pourquoi pas. Bien évidemment, ils se sont servis aussi du terrorisme. Donc, ça ne le justifie pas pour autant. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne le justifie pas pour autant. Si crime de guerre il y a, c'est condamnable. Si crime contre l'humanité il y a, c'est condamnable. Mais nier que c'était une modalité d'une action de résistance, c'est pas très sérieux. Ça ne veut pas dire qu'on justifie la forme terroriste que ça prend. Au contraire. Bon, donc voilà. Mais le problème, c'est qu'à ce moment-là, il y a eu cette émotion, il y a eu ce sentiment d'insécurité qui est tombé tout d'un coup sur les Israéliens, qui se sont aperçus qu'ils n'étaient pas en sécurité, alors que Israël, c'était l'endroit où ça ne devait pas se produire. C'est-à-dire que la création de l'État d'Israël, on veut un État-nation territoriale à nous, dans l'esprit de beaucoup. C'était bien antérieur à la Shoah, mais dans l'esprit de beaucoup, sa légitimité se déduisait de la Shoah. C'était l'endroit où on allait, où les Juifs allaient pouvoir se défendre et ne pas être conduits à l'abattoir comme ils l'ont été avec la passivité des pays dans lesquels ils habitaient et qui n'ont pas été capables de les protéger. La France un peu moins mal que les autres, mais enfin quand même. Bon, donc le pétainisme, c'est pas rien.
Oui, absolument. Non, mais on a un pourcentage. Et puis bon, il y a le livre de Semelen qui s'appelle La survie des Juifs en France, où on voit d'abord le pourcentage des Juifs, mais c'est pas Pétain, hein. C'est pas cette imbécilité que profère Zemmour, c'est parce qu'il y a eu des modes de fonctionnement, il y a eu des aspects y compris culturels qui font qu'il y a eu des choses qui ont fonctionné et la communauté juive française est une de celles qui a finalement a été le moins. Dieu sait si elle l'a été quand même. Hein. Donc oui, on a une trahison. On a une trahison et si vous voulez, lorsque M. Brasilac a fini dans les fossés de Vincennes, j'applaudis parce que c'est lui qui avait écrit au moment de la rafle du Veldiv et n'oubliez pas les petits. Hein non, moi je ne pardonne pas. Moi, l'épuration, si c'est moi qui avais été aux manettes, aurait été un petit peu moins tendre. Bon, mais heureusement, je n'y étais pas. Mais donc, oui. Ce qui s'est passé en Israël est un traumatisme fort parce que tout d'un coup, ils se sont sentis en insécurité. Et ils ont senti les limites de la solution israélienne à laquelle ils sont passionnément attachés. Donc voilà. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, toujours dans ce suivisme vassal de la France vis-à-vis des États-Unis, et par conséquent d'Israël, je pense que notre soutien à Israël est la conséquence de notre vassalité vis-à-vis des États-Unis, et puis de l'importance de la communauté juive française, qui est une des plus importantes d'Europe, tout comme la communauté musulmane est une des plus importantes d'Europe. On a le ministre de la Justice qui a réuni ses procureurs et qui leur a dit allez-y. Après, il vient vous dire qu'il ne donne pas d'injonction à ses procureurs. C'est une blague. Oui. Il a poussé à la répression. Et on a eu une répression massive avec plus de 650 à ce jour, probablement plus, procédures. Moi, j'ai vu passer les dossiers, mais c'est invraisemblable. Le communiqué qui est reproché à Mathilde Panot, mais en quoi est-ce l'apologie du terrorisme? Donc, et le problème qui est posé, et quand je dis que c'est plus grave, c'est qu'on a cette poursuite systématique de l'apologie du terrorisme par amalgame, alors que ça n'était pas, et dans le même temps, tous les signalements, toutes les demandes pour l'expression sur certaines chaînes de télévision, dans la presse, dans des interviews, dans des radios communautaires, d'un racisme débridé, où on avait, quand Meyer Habib vient parler de Palestiniens qui ne sont qu'un cancer, il y a un problème. Mais peut-être que l'ARCOM jette un petit coup d'œil et peut-être que le procureur le convoque. Rien, il ne s'est rien passé. C'est-à-dire que ce deux poids, deux mesures, finalement, ressemble à une mise de la justice française au service d'Israël. On n'a poursuivi que de façon abusive l'apologie du terrorisme, mais on n'a rien fait pour protéger la communauté musulmane française d'un racisme dégoulinant qui s'est donné libre cours. Alors ça va un peu mieux maintenant, mais qui s'est donné libre cours. Et ce double standard est quand même préoccupant, quoi. C'est pas normal et ça ressemble à un soutien direct de l'État d'Israël, ce que nous n'avons pas à faire. La justice française, elle doit être impartiale, elle n'est pas là pour ça. L'État, l'exécutif, il a sa propre orientation, sa propre politique, il l'amène. Ça, c'est normal, il est légitime à le faire. Donc, en ce qui concerne ces atteintes aux libertés, elles ont ces deux facettes. Elles sont d'autant plus intolérables que, d'abord, les États fondés, qu'elles n'étaient pas symétriques. Et donc, voir la présidente d'un des premiers groupes parlementaires à l'Assemblée convoquée par la police pour une enquête préliminaire, c'est invraisemblable. Qu'est-ce que ça signifie? En pleine campagne électorale, en plus, qu'est-ce que ça signifie? Oui, parce qu'il y a la campagne électorale aussi des européennes qui est à prendre en compte par rapport à cette mise en avant du sujet. Enfin, le fait que la France insoumise aussi ait choisi Rima Hassan comme une colistière pour sa liste aux européennes dit beaucoup aussi. Donc, oui, il y a de la part de la France insoumise une position qui reprend celle de la gauche de façon plus large avant, Donc le Parti communiste, alors lui, il est devenu Benet, non, mais
Ouais. Donc, alors, le Parti socialiste a toujours été divisé sur ce sujet. Mmh. Que dire des gauchistes qui étaient très pro-palestiniens, qui représentaient parfois une certaine importance. Hein. Mmh. Le, Arlette Laguillet faisait de gros scores, hein, et je crois que Besançon en a fait des pas mal, Aussi, ouais. et à une certaine époque. Et donc, la France insoumise comment dire, porté ça, avec une certaine énergie d'ailleurs. Bon, incontestablement, il y a probablement une dimension électoraliste. Hein, mais quand vous faites de la politique, il ne faut pas non plus, je veux dire, se masquer cet aspect des choses. Bon, donc, la façon dont les autorités françaises, dans ce domaine comme dans d'autres, hein, dans ce domaine comme dans d'autres, dont les autorités françaises portent atteinte à la liberté d'expression et la dimension symbolique de la convocation d'une parlementaire pour un communiqué officiel de son groupe. Ouais. C'est inouï, quoi. C'est C'est complètement inédit. inouï. Et j'ajoute que toutes ces procédures, pour la plupart, ont été déclenchées par des associations créées à cet effet. Mmh. C'est-à-dire et qui déposent des plaintes qui font. Alors on appelle ça des signalements. Non, ce sont des plaintes. Alors l'autre jour, Dupond-Moretti dit mais on ne pouvait pas les classer sans suite. Mais si, tu les classes sans suite. À ce moment-là, les associations qui ont déposé des plaintes, eh ben, ils feront des plaintes avec constitution de partie civile. Et donc là, la justice a été au garde à vous. Je ne trouve pas ça normal. Après, il y a Non, peut-être des clairement. gens qui ont exagéré. Il y a peut-être, à certains moments, ça a été Il de y la a politique sans du doute terrorisme, eu, peut-être. évidemment, Mais ce évidemment, que j'ai vu vu le passer, climat. moi, j'en ai vu une bonne quinzaine. Et puis j'ai d'autres anecdotes. En aucun cas, c'était scandaleux. C'était scandaleux. Donc vraiment une utilisation politique de la justice pour ce qui est de la France. Oui. On va terminer cet entretien sur revenir sur cette question de génocide. Quand est-ce que les cours internationales de justice vont pouvoir statuer? Est-ce qu'il y a là dans la procédure des prochains rendez-vous pour savoir ce qu'il en est, l'état des enquêtes et quand est-ce qu'on peut s'attendre à une avancée? Alors, prochaine étape, mandat d'arrêt contre les dirigeants israéliens. Peut-être, hein, je ne sais pas si ça aura lieu. C'est une grosse bataille quand même. Hein, c'est une grosse bataille. C'est une énorme Il y a bataille des politique, pressions ouais. qui sont faites. Il y a les États-Unis ont dit on est contre la convocation, mais on s'associe pas aux pressions. Bon, je rappelle aussi que après la procédure lancée contre Vladimir Poutine, les juridictions, je ne sais plus lesquelles, russes, ont ouvert des procédures contre le procureur Khan, contre le procureur de la CPI. Hein. Oui. Donc voilà, pas d'illusion sur l'efficacité judiciaire de ces démarches, mais une grande importance politique, symbolique, et qui devrait permettre de continuer et peut-être d'obtenir ce qui est l'objectif principal, le cessez-le-feu, qu'on arrête ce massacre et que déjà, qu'on stoppe ça. Après, le temps que ça peut prendre, ce serait de toute façon très long. Ce serait de toute façon très long. Parce que c'est un débat contradictoire et c'est normal. Quand on dit que la justice est trop lente en France, elle est trop lente parce qu'elle a peu de moyens, hein, et que son budget est insuffisant. Ça, c'est une autre question. Mais qu'elle prenne son temps, je pense que, si vous voulez, c'est pas mal non plus. Hein. Il faut que le débat contradictoire ait lieu, il faut que tous les arguments soient entendus. Et dans une affaire comme celle-là, il y a un travail tout à fait considérable. Donc, c'est pas pour tout de suite, mon cher Alexis. Non, ça, on s'en doute, malheureusement, compte tenu de la souffrance des populations à Gaza et qu'on voit tous les jours de manière assez terrible. En tout cas, merci beaucoup de cet éclairage important, vu du droit et vu du droit international en l'occurrence, pour savoir ce qu'est en jeu à propos de cette nomination des actions à Gaza comme génocide, et pour la suite, bien sûr, de ces crimes, puisque je ne sais pas comment appeler ça en fait. Hein. On ne peut pas dire autre chose quand on voit des enfants et des femmes sous les décombres. Il n'y a pas d'autres mots, tout comme les crimes du Hamas sont à aussi juger et documenter. Merci beaucoup, Maître Régis de Castelnau, d'avoir été avec nous. Soutenez le monde moderne si vous pouvez le faire, c'est important, sur Patreon.
ou partout parce que c'est pas un sujet que les algorithmes aiment beaucoup, ni les annonceurs d'ailleurs, quand on parle de Gaza, quand on parle de génocide. C'est des sujets qui ne font pas le bonheur des annonceurs ni des plateformes. Donc, on compte sur vous et sur votre soutien pour relayer cette vidéo, pour vous abonner et pour en parler autour de vous. Et puis, n'hésitez pas à aller voir le blog de Régis de Castelnau, Vue du droit. Vous retrouverez cette vidéo et des articles essentiels pour comprendre ce qui est en jeu actuellement. Merci à vous. Merci Alexis, à bientôt. À bientôt.